Kanokpun Patra Prisseri, directrice des affaires commerciales de la Thaïlande au Nigeria. Le but, c'est d'encourager les importateurs et les exportateurs et de venir faire leurs rencontres afin de les encourager dans leur travail. Comme le Mali n'a pas l'habitude de collaborer avec les Thaïlandais dans ce secteur, donc ça c'est comme le début d'une collaboration sur le marché malien en matière d'agriculture. Singh Nyes, directeur Afrique et Moyen-Orient des affaires commerciales de la Thaïlande. Market and also sustainable market here. Je voudrais avoir de nouveaux clients et essayer de développer le potentiel que le Mali dispose. J'espère que nos machines seront utiles et nous allons essayer également de transporter nos connaissances ici au Mali. Le Mali abrite environ 15 entreprises thaïlandaises spécialisées dans la chaîne d'approvisionnement du riz, l'agroalimentaire et les boissons, ainsi que la machinerie agricole et le savoir-faire technologique. Cheikh Oumar Ouagé, représentant de la Chambre des commerces. En matière d'agriculture, c'est indéniable. La Thaïlande est en avance sur le Mali. Une telle rencontre est une opportunité pour les acteurs agricoles du Mali de s'inspirer de l'expérience thaïlandaise. Urukiatou Konate est représentante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce forum est très important pour nous, le Mali, qui sommes toujours un pays en voie de développement. Nous cherchons toujours des partenaires, c'est ce que nous voulons d'eux seulement et qu'ils viennent, la porte est ouverte à tous les investisseurs qui veulent investir au Mali. Maliens et Thaïlandais ont la certitude que ce forum posera de nouveaux jalons pour le développement des relations économiques durables entre les deux pays. Oui, deux pays, une même identité de vue sur l'intérêt de préserver la propriété intellectuelle, ce qui permet de valoriser les relations et inventions, d'assurer un avantage concurrentiel et de générer des revenus. Autant de bienfaits sur lesquels le Mali met un point d'honneur ce 13 septembre, dédié à la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Une occasion pour le ministre en charge de l'industrie d'évoquer les efforts du Mali dans ce sens. La synthèse de son message avec Nyanya Aliou Traoré. Aujourd'hui, plus que jamais, la défense et la protection de la propriété intellectuelle africaine est le cheval de bataille de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Pour ce faire, elle s'érige en bouclier des innovations africaines. La célébration de la 26e édition de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle offre l'occasion à l'organisation de rappeler certains de ses objectifs. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Symbole d'unité et de solidarité entre 17 États membres, dont le Mali. L'OAPI a toujours compris que l'investissement dans les compétences est la clé de la souveraineté africaine. Avec son académie de propriété intellectuelle, qui célèbre cette année ses 20 ans, elle a formé des générations de cadres, d'experts et d'innovateurs capables de porter haut l'ambition africaine. Une ambition largement partagée sur le continent, particulièrement au Mali. À travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, notre pays est engagé dans de véritables réformes qui mettent l'humain au centre du développement. Une même convergence de vues avec l'organisation qui a justement retenu pour l'édition 2025 le thème suivant. Ressources humaines en propriété intellectuelle et développement technologique de l'Afrique traduit une vérité fondamentale. Aucun développement technologique, aucune prospérité durable, aucune souveraineté économique n'est possible sans des ressources humaines qualifiées, engagées et visionnaires dans le domaine de la propriété intellectuelle. Notre avenir technologique dépendra de la qualité de nos ressources humaines et de notre capacité à valoriser nos créations. À travers la mise en place de programmes de formation spécialisés, la labellisation des produits phares tels que les mangues du Mali et Mali-Sogo, ou encore le processus d'enregistrement du Bogolan du Mali comme indication géographique protégée, notre pays confirme sa volonté de transformer ses richesses culturelles et économiques en levier de compétitivité internationale. À noter que la célébration de ce 13 septembre coïncide avec le 63e anniversaire de l'OAPI. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Au Burkina Faso, les visas sont désormais gratuits pour tous les ressortissants des pays africains. Décision prise par le gouvernement au cours du dernier Conseil des ministres. Seule condition pour les Africains qui désirent se rendre dans le pays, remplir un formulaire en ligne et voir sa demande de visa validée. Avec cette mesure, le pays des hommes intègres entend réaffirmer sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains, selon le ministre en charge de la sécurité.
Au Togo voisin, les autorités ont convoqué hier l'ambassadeur de l'Union européenne pour ingérence. La veille, le Parlement européen avait adopté une résolution appelant à la libération d'Abdul Aziz Goma, un citoyen irlando-togolais détenu depuis 7 ans et dont la santé se détériore. Après plus de 6 ans de détention provisoire, il a entamé le 27 août dernier une grève de la faim. Il est reproché à Abdul Aziz Goma d'avoir participé à une manifestation interdite organisée par l'opposition en 2018 pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Au même moment, au Sénégal, le remaniement ministériel du 6 septembre dernier continue de susciter de vives réactions. L'opposition dénonce un remaniement politicien derrière lequel elle voit un PASTEF décidé à verrouiller les institutions. Selon le Front pour la défense de la démocratie et de la République, ce remaniement ne répond pas aux attentes des Sénégalais comme l'emploi ou les inondations. De son côté, les partis au pouvoir parlent de procès d'intention et assurent que la nouvelle équipe n'a qu'un objectif, mettre en œuvre le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. De la polémique au Sénégal à la sanction en République démocratique du Congo, des responsables aéroportiers sont aux arrêts. En cause, un incident majeur survenu dans la nuit du jeudi au vendredi à l'aéroport international de Kinshasa. L'avion présidentiel a été retenu dans les airs près d'une heure à cause d'une panne d'électricité. D'autres vols ont également été retardés. Le directeur général de la régie des voies aériennes et ses adjoints ont été arrêtés et auditionnés par la police. Seul le président du conseil d'administration est épargné. Une commission d'enquête est mise en place pour situer les responsabilités de cet incident. Nous restons en RDC où l'audience dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre prochain. L'ancien président absent de ce procès est poursuivi par la haute cour militaire et risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe M23. La cour devait se prononcer hier vendredi, mais une demande de dernière minute de la partie civile a été acceptée. Pour le camp de Joseph Kabila, ce nouveau rebondissement est une preuve de plus que ce procès est une mascarade. Pas de procès au Soudan, mais le conflit continue de faire des victimes. Face à la situation, 4 pays signent une déclaration commune pour converger vers une sortie de la guerre dans le pays. Il s'agit des États-Unis, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ils appellent notamment à une trêve et à l'entrée de l'aide humanitaire au Soudan afin d'aboutir à un cessez-le-feu permanent. Par ailleurs, l'ONU prolonge d'un an l'embargo sur les armes vers le Darfour. Pendant ce temps, le Venezuela prépare la guerre. Le président Nicolás Maduro appelle les réservistes, les miliciens et les jeunes à se rendre ce samedi dans les casernes pour apprendre à tirer. Alors que les États-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes dans le cadre d'une opération antidrogue que le président vénézuélien considère comme une menace. Dans la foulée, il annonce le déploiement de 25 000 membres des forces armées aux frontières et un plan de défense. Et bouclons ce tour d'horizon par les États-Unis où l'Assemblée générale de l'ONU a adopté hier une déclaration dite de New York. Le texte vise à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États au Proche-Orient, l'un israélien, l'autre palestinien, mais en excluant les Hamas. Israël a rejeté la résolution y voyant un encouragement au Hamas à continuer la guerre. C'est une décision honteuse, écrit sur son compte X, le porte-parole des affaires étrangères israéliennes. Environ 3/4 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent l'État palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988. 13h09 à Bamako. Dans l'actu des sports, parcours sans faute des équipes maliennes à l'Afro-Basket U16 à Kigali au Rwanda. Les garçons et filles maliens jouent ce samedi les demi-finales. Malgré certaines contraintes technologiques, les sélections nationales écrasent les adversaires à chaque sortie. Sur le vieux continent, les grands championnats européens reprennent ce week-end après la trêve internationale. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famuru Djourti. Le coup d'envoi de la première édition du tournoi AES de badminton a été donné ce vendredi au centre sportif d'élite Ousmane Traoré de Kabala. Le tournoi, qui met à l'honneur une discipline encore peu médiatisée dans la sous-région, vise à promouvoir le badminton au sein de l'espace AES. Les chefs de délégation du Niger et du Burkina Faso ont salué la qualité de l'accueil et de l'organisation. Daouda Sawadogo, chef de la délégation du Burkina Faso. Nous avons trouvé une initiative très intéressante. Vraiment, depuis notre arrivée jusqu'à présent, on se sent chez nous. Amadou Ayouba, chef de la délégation du Niger. On remercie vraiment l'équipe organisationnelle qui nous ont vraiment bien accueillis. Vraiment, nous sentons que nous sommes chez nous ici. Pendant 3 jours, plus de 100 athlètes venus des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel vont s'affronter dans un sport complet à la fois accessible et bénéfique pour la santé physique et mentale, comme le rappellent les organisateurs. Général de brigade Famouké Kamara, président de la Fédération malienne de badminton. Ce championnat, au-delà de la compétition, symbolise la passion et l'esprit sportif, de même que l'engagement de chacun d'entre nous en faveur de cette magnifique discipline, unis par un amour commun pour le badminton.
Le ministère en charge de la jeunesse et des sports a exprimé sa satisfaction et réaffirmé l'engagement des autorités du pays à soutenir des initiatives comme celle-ci. Aliou Boubou Diallo, représentant du ministre en charge des sports. Il y a juste quelques mois, cette jeune fédération a été mise en place et rarement nous avons constaté cette dynamique autour d'un intérêt pour toutes les personnes engagées pour cette discipline. La première édition du tournoi AES de badminton qui se déroule au Mali prend fin ce dimanche 14 septembre 2025. Afrobasket U16 Rwanda 2025. Après les filles du Mali, jeudi, les garçons ont aussi obtenu leur billet pour les demi-finales de la compétition après leur succès 73-70 contre la Tunisie ce vendredi. Un véritable exploit des garçons du Mali qui sont au nombre de 7 seulement dans l'effectif contre 12 pour les autres sélections. La faute aux tests imagerie par résonance magnétique IRM qui a récalé 5 joueurs du Mali chez les garçons et 2 chez les filles. Malgré ces contraintes technologiques, les sélections maliennes dominent leurs adversaires à chaque sortie dans l'Afrobasket U16 2025 filles et garçons au Rwanda. Les demi-finales se jouent ce samedi 13 septembre. Football à présent, après la trêve internationale, les grands championnats européens reprennent ce week-end. En Angleterre, c'est la 4e journée qui se joue. Un match sera très attendu. Il s'agit du derby de Manchester entre City et United. Une rencontre entre deux clubs dont la rivalité date depuis des lustres. Ce match intervient aussi dans un contexte particulier pour les deux écuries. Déjà dans le dur la saison dernière, les choses ne semblent pas s'améliorer pour Pep Guardiola. Après 3 journées de championnat, les Sky Blues ont enregistré une victoire et 2 défaites. En face, ce n'est pas non plus la joie dans le camp des Red Devils. Manchester United ne compte que 4 points en 3 sorties. Même si le dernier match s'est soldé par une victoire poussive de 3-2 contre Burnley, une défaite ce dimanche serait comme une pilule amère pour les fans. Coup d'envoi du derby de Manchester ce dimanche à 15h30 GMT. D'autres duels sont également attendus comme Arsenal-Nottingham Forest, Burnley-Liverpool ou encore West Ham contre Tottenham. En Espagne, le FC Barcelone tentera de renouer avec le succès tandis que le Real Madrid visera une 4e victoire d'affilée. Ce samedi à 14h15, la Real Sociedad reçoit le leader de la Liga, le Real Madrid. Demain dimanche, la 4e journée prend fin avec le duel entre le FC Barcelone et Valence à 19h temps universel. En France, la Ligue 1 revient ce week-end avec la 4e journée. Une 4e journée qui s'est ouverte avec le large succès 4-0 de l'Olympique de Marseille face au FC Lorient, réduit à 10 depuis la 10e minute de jeu suite à l'expulsion du Camerounais Darlene Yongwa pour faute annihilant une occasion nette de but selon l'arbitre. Ce samedi, l'OGC Nice accueille le FC Nantes à 15h GMT. L'AJ Auxerre reçoit l'AS Monaco pour un choc entre promis et candidats déclarés à l'Europe. Match prévu pour 19h05 GMT. Dimanche à 15h15 GMT, le Paris Saint-Germain sera face au Racing Club de Lens. Les Parisiens veulent confirmer leur statut, mais les Lensois, vainqueurs de Brest 3-1 lors de la précédente journée, se déplacent avec ambition. La journée prendra fin par un affrontement au Roazhon Park entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. En Allemagne, la Bundesliga joue sa 3e journée. En ouverture ce vendredi, malgré 2 cartons rouges, Bayer Leverkusen est venu à bout de Francfort par 3-1. Le Bayern Munich affronte Hambourg cet après-midi à 16h30. En Italie, la Serie A dispute aussi sa 3e journée. Le choc au sommet mettra aux prises ce samedi à 16h la Juventus Turin et l'Inter Milan. Page Mali Culture 2025. La cité des 333 saints va-t-elle offrir un autre visage au monde que celui qui a fait sa renommée depuis des siècles? Difficile de répondre par la négative au regard d'un constat qui semble faire l'unanimité. L'architecture de la ville était basée sur une matière solide appelée en langue locale alhor ou calcaire en français. Mais aujourd'hui, les habitants de Tombouctou ont tendance à abandonner cette architecture ancestrale au profit de la construction en béton. Une pratique qui n'est pas sans conséquence sur la cité du savoir, classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1988. Nous avons voulu en savoir plus. C'est le dossier culture de cette édition signé Najim Baba Sissi. La ville de Tombouctou doit sa renommée à son architecture de type soudanais, datant du 15e au 16e siècle, faite à base du banco et de l'alhor, entendez par là le calcaire, une matière qu'on retrouve dans le sous-sol du Sahara. Cette pierre précieuse est extraite des carrières, puis transportée à dos d'âme sur de longues distances, taillée par les maçons pour revêtir les maisons de Tombouctou, afin de les rendre plus résistantes contre les intempéries. Sanchirfi Alpha, chercheur. L'alhor, c'est une pierre spécifique à Tombouctou. On n'en trouve nulle part au monde, sauf à Tombouctou. Dans une ville française, Angoulême, il y a une pierre qui lui ressemble et qu'on appelle d'ailleurs pierre d'Angoulême. Depuis les années 1970 jusqu'en 80,
Construire avec l'Alhor à Tombouctou relevait de la condition sociale du propriétaire, malgré son prix unitaire à 15 francs. Actuellement, face à l'engouement des demandeurs, le coût du calcaire connaît une hausse considérable due à plusieurs facteurs. Almoudou Bagna Badou, maçon traditionnel. À 2018, on est retourné tout juste à 100 francs l'unité. Ça, c'est à dos d'âne. Et on te fait l'approvisionnement jusque chez toi, sur ton chantier. Maintenant, avec les camions, c'est 150 francs, le camion prend 1000 morceaux. 1000 morceaux, ça te donne 150 000 par voyage. Sanchirfi Alpha, chercheur. L'Alhor, c'était un élément de luxe. Ce sont les plus nantis qui en faisaient un revêtement extérieur, la devanture de maison. Les maisons en Alhor se particularisent par leur architecture, avec des systèmes d'aération qui offrent confort et plaisir aux pensionnaires. Fatih Moussa, habitante de Tombouctou. Nous sommes attachés à nos maisons en Alhor à cause du fait qu'elles sont fraîches. Nous ne changeons aucunement ces maisons contre celles en béton. L'Alhor est la base de l'architecture tombouctienne. Tout comme les habitations, les bâtiments administratifs et même les lieux de culte ne dérogent pas à cette règle. Sanchirfi Alpha, chercheur. L'Alhor sert à enjoliver. Et souvent, il y a des motifs pour l'encadrement, pour le sommet de l'étage, etc. Et c'est un élément de beauté, d'esthétique. Et il faut dire aussi que c'est un élément très très solide parce que l'Alhor, quand il est mouillé, il devient 8 fois plus résistant. Et vous remarquez que la balle peut passer dans le béton, mais pas dans l'Alhor. Draman Sandi, habitant de Tombouctou. C'est que Tombouctou, Djenné, c'est des exemples à suivre. C'est que les gens doivent faire vivre la culture. Un peuple sans culture est un peuple qui a perdu. Depuis un certain temps, les habitants de Tombouctou ont changé de méthode de construction. Certains préfèrent construire avec du béton couvert d'Alhor et d'autres sans calcaire. Une pratique qui a pris corps dans presque tous les quartiers de la ville et même dans la Médina, classée au patrimoine mondial. Almoudou Bagna Badou, maçon traditionnel. Vraiment, ce qui est recommandé, c'est les maisons en banco ou bien en ciment habillé en Alhor. Sinon, tu n'es pas à l'aise dans ta maison. Qu'on soit très clair. On a beau parler de ça sur les antennes. Tout le monde se lance dans le ciment. Pourtant, ça n'a pas d'avantage pour nous, Tombouctiens. Sanchirfi Alpha, chercheur. Les conséquences sont très graves. D'abord, ça défigure la Médina. Et quand les gens construisent, ils construisent avec des styles qu'on ne connaît pas du tout. Des styles gothiques, des styles dont ils ne connaissent même pas le sens ou la portée. Et ça contribue à défigurer la ville. Parce que les gens, s'ils viennent ici pour l'architecture, ils ne vont pas trouver cette architecture. Ils vont trouver une caricature qui est là. Et ça, c'est grave comme conséquence. Et autre conséquence, ça nuit la santé. Ça nuit l'environnement. Parce qu'un bâtiment en banco, même revêtu de calcaire, il conserve quand même les particularités des bâtiments d'ici. Un bâtiment d'ici, pendant la chaleur, il fait frais à l'intérieur. Et pendant la fraîcheur, il fait chaud à l'intérieur. Donc il y a une espèce de régulation naturelle qui n'existe pas avec le béton. Face à ces agressions physiques perpétuelles du patrimoine au nom de la modernisation, blessant la Médina dans sa chair, le béton qui se substitue à l'Alhor, identité de la ville aux 333 saints, y a lieu de tirer la sonnette d'alarme pour que cette ville, autrefois centre intellectuel et spirituel majeur, puisse refléter cette vieille image. Mais par où doit-on commencer cette lutte? Tombouctou Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. 13h21 à Tombouctou, c'est ce qu'il fallait retenir de l'essentiel de l'actualité en ce samedi 13 septembre 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Alimata Ouattara, à la mise en ligne, Abdul Aziz Koulibaly et au micro, Brahma Traoré. Ne décrochez pas, Mohamed Sangaré s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Astan Tangara. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.